Fait que oui, je m'appelle Fred Tremblay. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle quand même Fred Tremblay. C'est même pas ma joke, c'est un de mes chums qui est humoriste. Il me l'a donné en fin de semaine. Ma conjointe et moi, la première fois qu'on a eu un désaccord, c'était au sujet du rôti de porc. Le rôti de porc dans la famille Tremblay, comment on fait ça? On coupe le bout, puis on le met dans le chaudron, puis c'est meilleur. C'est meilleur. Puis ma blonde n'était pas d'accord avec ça, fait qu'elle me demande pourquoi vous faites ça de même. Je fais ça de même parce que mon père me l'a montré de même. Fait qu'on monte au Lac-Saint-Jean, on va voir mon père. Mon père m'a dit, ben on fait ça de même, on a toujours fait ça de même. Fait qu'on retourne à grand-maman Tremblay, qui a dû se dire, si tu avais marié ta cousine comme toutes les autres, on ne serait pas en train de se poser ces questions-là. Elle ne savait pas. Ma mère Jobin finit par dire, ben quand on s'est mariés, c'était dans le temps de la crise, on avait juste un petit chaudron puis une grosse famille, fait que les rôtis ne rentraient pas dans le chaudron, il fallait couper le bout. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire les rôtis de cette façon-là. On va quand même parler d'antibiorésistance. L'antibiorésistance, c'est quoi? En haut, on a une population de bactéries qui vivent leur vie, qui se développent tranquillement, pas vite. Sur la deuxième image à partir d'en haut, au moment de la réplication bactérienne, à un moment donné, il y en a une qui sort qui n'est pas pareille comme les autres. Elle a des caractéristiques qui, assez souvent, sont incompatibles avec la vie. Assez souvent aussi, ou pas souvent, mais à l'occasion, il y en a une qui sort avec des caractéristiques différentes qui lui donnent des avantages évolutifs. Et puis là, on parle d'antibiorésistance. Donc, il y a certaines de ces bactéries-là qui sortent résistantes aux bactéries. Jusque-là, pas trop de problèmes. On est rendu à la troisième image à partir du haut. J'ai une population de bactéries, dans laquelle j'en ai une qui est résistante à l'antibiotique. Là où ça se passe, c'est qu'au moment où je mets cette population de bactéries-là en contact avec un antibiotique, bien, les autres meurent, puis elle reste vivante. Puis là, le party pogne parce que là, il y a de la nourriture, de l'espace, de la ressource. Puis là, cette bactérie-là se multiplie et on est rendu en présence d'une population résistante. Donc, l'apparition de résistance, c'est un phénomène qui est naturel, ça va toujours arriver. Ce qu'on veut essayer de faire, nous, c'est de gérer le plus possible l'apparition de ces résistances. Bon. Pourquoi c'est important, la résistance aux antimicrobiens? Si vous voyez sur le graphique, là, les barres en bleu pâle, c'est des quantités de décès annuels pour plusieurs événements. Donc, on parle de tétanos, les accidents de la route, le cancer, le choléra, ainsi de suite. Ces années-ci, je n'ai plus exactement l'année de la publication. Si vous voyez la barre qui est en mauve, c'est les décès qui risquent d'être attribuables à résistance aux antimicrobiens en l'année 2050. On parle d'à peu près 10 millions de décès par année, plus que le cancer fait à l'heure actuelle. Donc, on a vraiment un enjeu qui s'en vient avec ça dont il faut s'occuper. Il me semble que je ne suis pas si niaiseux que ça. Là, au point où l'Organisation mondiale de la santé nous dit que c'est une des 10 plus grandes menaces pour la santé publique auxquelles on est confronté. De la façon dont eux décrivent ça, c'est qu'on risque de se retrouver dans une ère qu'ils décrivent comme étant post-antibiotique, où certaines maladies qu'on connaît aujourd'hui puis qu'on traite facilement vont devenir difficiles à traiter, voire même mortelles. Fait que là, on se dit, bien, crime, on va en inventer d'autres, on va en trouver d'autres. Sur le graphique que vous voyez là, chaque point mauve, ça se trouve être la découverte d'un antibiotique à partir de Fleming en 1928, qui a découvert la pénicilline. Si on pouvait superposer à ça l'apparition des résistances, mais dès qu'on a mis un antibiotique en circulation, on a vu l'apparition de résistance parce que c'est un phénomène naturel. Puis si vous portez attention, là, dans les 40 dernières années, on n'a pas trouvé d'autres. On n'en a pas trouvé d'autres pour plusieurs raisons. Une de celles-ci étant qu'on a pas mal étudié une bonne majorité des voies métaboliques qui sont disponibles, sur lesquelles on peut agir. Merci. L'autre chose, c'est que de mettre ces substances-là en marché, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement payant pour une compagnie pharmaceutique. Là, on parle, à partir de la première idée qu'on a, la recherche et développement, les essais cliniques mis en marché, on peut espérer faire un profit après 20 à 25 ans environ. Fait que ce n'est pas un domaine dans lequel il y a énormément de recherche qui se fait. C'est la raison pour laquelle les antibiotiques qu'on a là, il y a des bonnes chances que ce soit ceux-là qu'on ait à vivre avec. Fait qu'il faut lui faire attention. L'usage judicieux, qu'est-ce que c'est? Je veux qu'on me comprenne bien. Là, je ne suis pas en train de vous dire que l'usage judicieux, c'est de ne pas en utiliser. L'usage judicieux, là, on va se concentrer lors de la conférence aujourd'hui sur éviter les traitements inutiles. Un usage judicieux, en fait, c'est de mettre le bon antibiotique pour la bonne bactérie, pour la bonne quantité de temps, au bon dosage. Aujourd'hui, moi, ce que je trouve, c'est qu'en production bovine,
production laitière, l'enjeu là, qui est le plus facile, là, sur lequel on va avoir le plus de possibilités d'agir, ça va être sur éviter les traitements inutiles. Une façon, là, j'ai juste 3 ou 4 petites situations bien rapides là, en rafale. Votre vache fait-elle de la fièvre? Moi, quand je demande ça à mes clients, ta vache fait-tu de la fièvre? Je reçois plein de réponses. Il y en a qui me disent, elle fait de la fièvre, c'est sûr, elle a les oreilles frettes. Il y en a qui disent, c'est sûr qu'elle fait de la fièvre, elle a les oreilles chaudes. Il y en a qui disent, elle ne mange pas, elle poêlera, elle ne chie pas. Mais je les ai toutes à peu près. Là. Moi, pour déterminer si un animal fait de la fièvre, on a besoin de 2 affaires. On a besoin d'un thermomètre, un anus. Le deuxième, vous l'avez. Le premier, ceux qui ne l'ont pas, je vous encourage à en acheter un. C'est fou comment il y a des décisions qui sont prises sans savoir si l'animal fait effectivement de la fièvre sur le thermomètre. Fait que ça, c'en est une petite facile. J'en ai plein de petites faciles de même. Des protocoles de traitement comme ça. Ça, je l'ai pris, là, ça va être publié sous peu, mais il n'y a rien d'extrêmement nouveau là-dedans. Ça ressemble à ceux qu'on a en main à l'heure actuelle. Ça, c'est au sujet de la mamite clinique. Les petits ronds, là, ça représente une situation possible de mamite. Puis si vous remarquez, là, sur les 7 que j'ai sur cette image-là, il y en a seulement 2 qui appellent un traitement antibiotique intramamaire, puis il y en a 3 qui appellent un traitement antibiotique systémique. Fait qu'il y a beaucoup de maladies qu'on a dans le bétail puis dans les vaches laitières où on n'a pas besoin de traiter aux antibiotiques. Une autre petite vite de même, moi, quand j'ai gradué, c'était une autre époque. C'était l'époque où une rétention placentaire, on mettait ça sur la pénicilline. Puis c'était le même. C'est le même qu'on faisait ça, puis c'était comme ça. On s'est rendu compte avec le temps que ça ne change pas grand-chose de mettre cette vache-là sur la pénicilline au moment de sa rétention placentaire. C'est plus tard que ça se passe. Fait que c'est une façon facile, un endroit où on en utilisait beaucoup, où il s'en utilise encore un peu à certains endroits. Un autre petite vite, puis j'achève après ça. L'usage judicieux des antibiotiques, en fait, c'est d'utiliser un antibiotique quand on est raisonnablement sûr qu'on a des chances d'avoir des résultats. Traiter un animal chronique, c'est un gaspillage de tout. C'est un gaspillage de ressources, c'est un gaspillage d'argent. Puis en plus, là, on en rajoute une couche aujourd'hui. On dit que c'est un risque de créer des résistances pour rien. Fait qu'un animal comme ça, une vache à Staph aureus qui a 3 quartiers infectés, qui est infectée chronique depuis 2-3 ans, où il n'y en a pas de gain à faire avec ça. Fait qu'on va essayer d'arrêter de traiter ces vaches-là pour lesquelles on a peu de chances de réussite. Ça ici, ça se trouve à être nos clients à clinique chez nous. En 2018, on a fait un projet de benchmarking. C'est ce dont je suis venu vous parler. Là, j'ai choisi pour l'année 2018, chaque client, c'est une barre. Puis vous voyez la hauteur de la barre. L'important, ce n'est pas le chiffre. Là. Ce qu'on veut, là, ce qu'on constate là-dessus, là, c'est que pour 4 produits, en fait, 3 produits puis un groupe de produits, on voit la consommation de nos clients. Fait que j'ai une moyenne à peu près, que vous voyez à peu près à l'œil, puis j'en ai qui en consomment la moitié moins que la moyenne, j'en ai qui en consomment 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus, aller jusqu'à 6 fois plus dans le cas d'un nez graphique. Qu'est-ce qui fait qu'on prend des antibiotiques sur une ferme laitière? Bien, il y a 2 choses. Il y a les animaux malades, puis il y a les traitements en prévention. Ce qui voudrait dire que, dans le cas d'une des molécules ici, j'aurai un client qui a 6 fois plus de vaches malades que la moyenne. Hélène Lardé a fait une étude au Québec il y a quelques années où elle a déterminé précisément la quantité d'antibiotiques qui était utilisée sur les fermes de l'étude, puis elle les a mis en relation avec les registres de traitement puis les recommandations de traitement préventif pour se rendre compte que l'incidence des maladies puis l'usage préventif que sont principalement le tarissement puis les moulins médicamentés, ça explique 48 de la variation dans l'usage des antibiotiques. Fait que là, si vous êtes comme moi, vous vous dites, bien, l'autre moitié est où, elle? En février 2019, le nouveau règlement sur l'usage des antibiotiques de classe 1 entre en vigueur. Donc, nous, juste avant ça, dans les mois qui ont précédé, on a donné de la formation à nos clients pour dire bien, qu'est-ce qui va arriver à partir de février, quelles sont les molécules qu'on va avoir plus difficilement, puis qu'est-ce qu'on va faire. Puis, en même temps, je suis allé donner une conférence dans une autre clinique du Québec, dans laquelle, cette même journée-là, les vétérinaires de cette clinique-là donnaient la même présentation que moi, mais à leurs clients. Dans les 2 cas, c'était exactement la même ambiance dans la salle. Les gens étaient contrariés, puis on peut le comprendre. Il y avait des inquiétudes générales de la part de tout le monde.
Chez nous, en Beauce, il y avait une petite panique qui s'est installée parce qu'on était pour perdre, dans le cas des mammites aigus, des mammites de grade 3, l'usage du spectramast à ce moment-là faisait partie pas mal de notre protocole standard de traitement. Puis là, les gens me disaient, Fred, si on n'a plus de spectramast, les vaches vont mourir, là. Ça va être l'enfer. Puis les gens étaient très, très inquiets de ça. À l'autre clinique où j'ai présenté, même affaire, un contrarié, inquiet. Puis là, la panique a pogné quand on a parlé des mammites aigus, mais la panique a pogné quand on a parlé qu'on aurait plus de 17 900. Chez nous, chez nos clients, là, la 17 900, c'est considéré comme un antibiotique qui ne sert à rien. C'est quelque chose qu'ils n'utilisent presque pas. Plus maintenant, puis à l'époque, presque pas. Dans cette autre pratique-là, la 17 900 était un antibiotique de choix, puis le spectramast était considéré comme un antibiotique qui ne sert presque à rien. Puis pourtant, c'est absolument des situations comparables, c'est des troupeaux comparables. On est au Québec, les deux. Moi, ça, là, ça a été une révélation dans ma vie. J'étais assis autour de la table, puis je disais au monde, ouais, mais là, il n'y aura plus de spectramast non plus, les boys. Réalisez-vous. Puis les gens étaient fondamentalement pas inquiets de ça, ce qui m'a fait me dire, bien, peut-être que finalement, personne n'a vraiment besoin de s'inquiéter dans cette situation-là. Ce qui me pousse à vous dire que nos décisions de traitement antibiotique, ces vaches, souvent, c'est une question d'habitude, c'est même une question de culture. Parce que j'ai ça ici, on ne passera pas de temps là-dessus beaucoup, 2 études similaires qui ont été faites à peu près dans le même temps. Puis du côté de la Caroline du Sud, il y avait très peu d'inquiétude de la part des clients à ce sujet-là. Puis en même temps, même genre d'études, montées de la même façon auprès de la même clientèle. Au Royaume-Uni, on parlait de 70 des gens qui disaient, bien, il faut faire quelque chose. Fait que, ça revient à ce que je vous disais, il y a plus que de la science là-dedans, là, il y a de la culture. Ça, c'est le benchmark dont je vous parlais, qu'on a monté à la clinique chez nous. Si vous voyez là, en haut, là, je vais sélectionner le client avec lequel j'interviens, je vais sélectionner l'année qu'on veut avoir. La première feuille du benchmark nous donne ses données de production. Ça, c'est le client, celui qui est sa coche dans tout. Là. Celui qui fait tout le temps le foin dans le bon temps. Ça fait du lait, qualité du lait maximale. Les employés sont bien traités, la machinerie est bien lavée. Tout va tout le temps bien chez cette personne-là. C'est effectivement à cette année-là, c'était notre 4e ou 5e meilleur en production, puis notre 2e meilleur en CCS, avec un taux de gestation, notre 4-5e meilleur. C'est un king, c'est un kingpin tout le temps, année après année. La deuxième partie de notre benchmark, on va sélectionner une quantité de médicaments qu'on veut faire apparaître, puis la ligne du propriétaire, du producteur en question arrive en rouge. Fait que là, dans le cas de l'image du bas à gauche que vous voyez, moi, j'ai sélectionné tous les antibiotiques injectables pour l'année 2019 chez ce client-là. Puis moi, quand je vois ces deux images-là, là, dans ma tête, là, ça ne va pas ensemble. J'ai l'image de quelqu'un qui est hyper performant. Pour être performant de même, il faut que ça aille bien. Là. Ça n'a pas le choix de bien aller. Puis de l'autre côté, c'est notre 3e plus grand consommateur d'antibiotiques. Fait que quand je vois ça, je ne peux pas faire autrement que penser que ces décisions de traitement, ils répondent pas à une logique rigoureuse. Ils répondent probablement à une logique émotive. Ça, c'est chez nous. Moi, à part d'être vétérinaire, je suis producteur maraîcher. En bas à droite, c'est nos travailleurs pour cet été. Puis j'attire votre attention à l'avant-plan. C'est Juan José, c'est un travailleur mexicain qui est avec nous depuis cet été. Quand Juan José est arrivé au début de l'été, là, il était trop gras, il avait le souffle court. Lui, il travaille dans une chargeuse à canne à sucre qui m'a dit 12 heures par jour, 6 jours par semaine, puis il mange 4 repas par jour. Fait que quand il est arrivé, là, il n'était pas en forme. Il avait le souffle court, puis il avait le teint pâle. Puis 2-3 jours après, Juan José vient me voir, puis là, il me montre un papier, il dit « ça me prendrait ça ». Fait que je regarde ça, c'est un nom d'antibiotique, c'est une quinolone, ça ressemble à du Bétril, s'il y en a qui savent un peu. Fait que je demande à Juan José « qu'est-ce que tu as » puis il dit « ça me brasse dans le ventre ». Là, je dis « t'es-tu malade? As-tu de la fièvre? Non. Manges-tu? Oui. As-tu de la diarrhée? Non. Files-tu mal? Non. » Là, je dis « piense que su bedon no bueno pour la poutine. » Elle reste de même. Je voyais qu'il était déçu. J'ai dit, on va aller à l'hôpital si tu veux, là, ça me fait plaisir, mais ici, quand ça nous brasse dans le ventre, on se roule en boule et on attend que ça passe. Là. On ne prend pas d'antibiotiques pour ça. T'sais.
il était contrarié. Il était vraiment contrarié. Ça a passé comme on pensait. Un mois et demi plus tard, Renaud vient me voir encore, puis il me redemande encore la même affaire. Puis là, cette fois-ci, c'est parce qu'hier au soir, il avait été étourdi. Mais là, il allait bien, il mangeait bien, il a bien dormi, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de. Fait que même chose. On peut aller chez le médecin, ça me fait plaisir, mais c'est sûr que tu ne sortiras pas avec des antibiotiques. C'est sûr. Puis, il s'en va, là. Dans une semaine ou deux, son contrat fini, il retourne à la maison. Là, il a le dos droit de même, il est planté, il a perdu 30 livres, il est en forme, il a un beau teint. Mais il m'a dit, cette semaine, il m'a dit, l'année prochaine, je vais emmener mes pilules. C'est quand même ça qu'on fait. C'est là-dedans qu'on est. Quand on prend des décisions de traitement, on est souvent là-dedans. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de manga ici. Ce personnage-là s'appelle Tortue Géniale. On a un de nos clients qui ressemble à ça comme deux gouttes d'eau. Fait qu'on l'appelle Tortue Géniale. Puis quand Tortue Géniale vient à la maison, Tortue Géniale, c'est un complotiste. Puis lui, il est sûr que la Terre est plate. C'est pas des farces, c'est vrai. Puis c'est pas parce qu'il est fêlé, le monsieur. Là. Le génie n'est pas sorti de la bouteille. Là. Il est juste convaincu beaucoup. Puis moi, dans ma tête de cochon, je me suis mis dans la tête que j'étais pour lui expliquer que la Terre n'est pas plate. Puis là, j'ai fait toutes les recherches que j'ai pu pour rapporter de l'information scientifique facilement disponible, des expériences à faire à la maison. Et j'ai passé des heures à y expliquer ça. Puis ça n'a pas rentré. Là. Ça n'a pas rentré parce que Tortue Géniale, il pense que la Terre est plate, pas avec sa tête. Là. Il pense avec son cœur. Puis les émotions, là, on n'est pas capable de convaincre des émotions. Ça ne se convainc pas, les émotions. Fait que les décisions qu'on prend sur la base de nos émotions, là, c'est bien difficile. Saviez-vous là, qu'il y a des recherches en neuropsychologie qui prouvent hors de tout doute que ça ne sert à rien de donner des devoirs aux enfants du primaire. Ça ne les aide pas à apprendre. Mais quand on emmène ça dans la salle des profs, là, qu'est-ce qu'ils disent, les profs? Pourtant, s'il y a un corps de métier que je respecte à plat ventre devant eux, c'est bien les profs, mais les profs ont toujours donné des devoirs. Fait que quand tu leur arrives avec une étude de la part de quelqu'un qui est un hyper compétent, ils disent, je reconnais que cette personne-là est hyper compétente, 30 fois plus que moi, mais c'est bien dommage, mais je donne des devoirs pareils. T'sais. Puis les vétérinaires font ça aussi. Là. Quand on a des nouvelles données qui rentrent, là, cette étude-là, ça a été fait au Royaume-Uni, je me souviens bien. Quand on a des nouvelles données qui rentrent, là, si les données corroborent ce qu'on pense déjà, on embarque full pin. Quand c'est des données qui contredisent ce qu'on pense déjà, c'est un petit peu plus dur. Puis si on finit par embarquer pareil, ce que l'étude disait, c'est qu'on n'en retire jamais la même certitude quand on a fait quelque chose qui n'était pas tout à fait comme on avait toujours fait. T'sais. Fait que c'est difficile changer des habitudes. Fait que ça se fait-tu, réduire l'usage des antibiotiques en production laitière? Bien, ça se fait parce qu'ici, au Québec, suite à l'avènement du nouveau règlement, en février 2019, on a coupé à peu près en 4 notre consommation d'antibiotiques de classe 1. Ça, c'est sur 3600 fermes à peu près. Fait que ça a été possible de le faire. Il n'y a pas eu d'hécatombe bovine suite au 1er février 2019. C'est pas arrivé. Nous, à Clinique, ça, c'est nos ventes d'antibiotiques à Clinique. En bleu, c'est l'année 2018. En orange, 2019, puis la suivante, 2020. En haut à gauche, j'ai les antibiotiques injectables en général que j'ai tout additionné. Puis en bas, c'est les tubes pour le traitement des infusions intramamaires. Notre quantité de vaches qu'on suit est légèrement à la hausse. Puis la quantité d'antibiotiques qu'on a vendue est légèrement à la baisse. On parle de 18 pour les injectables, puis 36 de moins pour les intramamaires. Puis si je considère les classes 1 seulement, donc le ceftiofur injectable, il y en avait 3-4 formulations, et les tubes à lactation, bien, on a baissé de 97 puis 99 nos ventes de ces produits-là. S'il y en avait eu vraiment autant besoin qu'ils pensaient. Si j'avais dit à mes clients à la première présentation qu'on nous a donnée en 2018, hey, on va baisser à presque zéro les tubes de classe 1 en lactation, je me serais fait tirer une balle. Parce que les gens avaient tellement peur de perdre le vache qu'ils auraient capoté. Mais le fait est qu'on n'en a pas revendu, ou à peu près pas revendu, puis on n'en a pas eu de problème. S'il y a quelqu'un qui avait perdu une vache, là, me créerez-vous qu'il aurait appelé? Quand il venait au bureau et il disait « ça m'en prend », puis je disais « ben non, tu n'en as pas besoin. Serre les dents, là, ça va passer. » T'sais. Mais si la vache était morte, s'il avait commencé à perdre des quartiers plus qu'avant, ce serait arrivé. Il y en a des vaches de mortes, mais il y en avait avant aussi. Là. Puis il y en a des vaches qui sont à 3 cylindres, là, mais il y en avait avant aussi de ça. Fait qu'on n'en a pas vu de changement apparent. Puis il y a très, très peu de complaintes.
au point où c'est rendu dans les normes chez nous que quelqu'un a une mamite sévère comme ça, puis qu'on n'en parle même plus. On est rendu, là, on a été longtemps à dire ah, ça ferait bien, ah, dans le temps. Puis là, on est rendu à une autre époque où on n'en parle même plus. Puis ça s'explique assez facilement parce qu'ici, pour les échantillons au laboratoire en 2007-2008, sur l'ensemble des pathogènes isolés, bien, il y en a à peu près 50 pour lesquels, de toute façon, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Puis ça ne tient même pas compte des Staph aureus dans le bas, pour lesquels il y en a une bonne partie qu'on ne devrait même pas traiter de toute façon. Fait que prenons l'exemple de la mamite, parce qu'on consomme beaucoup de nos antibiotiques en santé du pie. On a facilement entre 50 et 60 des pathogènes qui n'ont pas besoin de traitement. Puis ça se fait, pas de traitement en prévention. Ici, on parle de la prévention. En Finlande, il n'y a déjà plus d'antibiotiques à tarissement, sauf exception. Aux Pays-Bas, il n'y a aucun antibiotique en prévention chez les animaux de consommation. Puis, il y a pas, ça a été étudié, puis ils n'ont pas remarqué de détérioration de la santé. L'étude à droite, c'est une étude aussi au Royaume-Uni, dans laquelle, quand ils ont arrêté d'utiliser des classes 1, ils n'ont pas vu de différence sur le bien-être animal, production, paramètres de santé non plus. Fait que c'est possible de le faire. Ici, on est chez un de nos clients, toujours mon outil de benchmark. Là, j'ai additionné tous les tubes intramamaires. Ça faisait longtemps qu'on savait que ce producteur-là, il en consommait pas mal. Puis on lui mentionnait, puis lui, il disait, bien, pas tant, j'ai toujours fait ça de même, puis je pas tant. Là, fait que quand on a fait le benchmark, on lui a montré. Ça, c'est quelqu'un qui aime les vaches. Ça. Il aime les vaches, c'est propre chez eux. À chaque fois que je rentre dans l'étable, je me relave parce que j'ai peur que j'étais trop sale dans mon truck. C'est top clean, top tout. La santé du pie va numéro 1 chez eux. En 2018, ils utilisaient l'équivalent de 6 tubes par vêlage d'antibiotiques. Parce que c'est quelqu'un qui aime être sûr, qui est un peu inquiet, il rallongeait ses traitements, puis il finissait plus. Quand j'ai montré le benchmark, puis qu'il me disait, bien, j'en prends pas tant que ça, quand il a vu le résultat, il a fait, OK, j'en prends vraiment plus que les autres. Là. Fait que l'année suivante, il est passé de 6 tubes à 0,8 par vêlage à peu près. L'année suivante, il est passé à peu près à 0,2, puis l'année suivante, il est passé à peu près à 0,1. Ça, c'est 60 fois moins de tubes intramamaires dans le même troupeau. Pas parce qu'il y a 60 fois moins de mammites, là. Pas parce qu'il y a 60 fois moins de problèmes, parce qu'il a changé son approche, puis il est passé d'un mode inquiet à un mode confiant. Puis imaginez l'argent que ça fait dans ses poches. Là. On parle de 6 tubes par lactation, fois le nombre de vaches qu'il y a chez vous, plus les retraits de lait, puis ainsi de suite. C'est énorme la quantité qu'il y a pour avoir un comptage cellulaire que pendant tout ce temps-là, son comptage cellulaire se situe entre 125 et 150 000. Puis son incidence de maladie clinique est assez basse. Ce qui m'amène à vous parler de benchmarking, justement. Si je vous dis vous êtes la personne en rouge sur l'écran, pas besoin de vous dire c'est quoi ou c'est quoi l'échelle ou peu importe. Si je vous dis vous êtes la personne en rouge ou la personne en vert ou en jaune, ça vous génère une émotion qui est un peu différente. Fait que le benchmarking, c'est à ça que ça sert. Ça ne sert pas à faire du diagnostic, ça sert juste à lancer des discussions. Fait que moi, quand j'étais avec un client et que j'y montre ses résultats, ça nous sert juste à lancer la discussion pour éventuellement aller diagnostiquer la situation. Il y a des gens qui sont élevés, puis c'est correct d'être élevé parce qu'ils ont une raison, puis ils l'utilisent bien, ou il y a des gens qui sont bas, puis c'est correct aussi. Ça, soit dit en passant, on peut benchmarker pour des vaccins, on peut benchmarker on le fait, nous, pour des honoraires vétérinaires, on le fait pour toutes plein de situations, puis ça nous aide à sortir des situations, des fois, sur lesquelles on est capable d'aller agir assez facilement. Il y a présentement un outil de benchmark qui est en train de se monter, qui est déjà fonctionnel puis qui sont en train de peaufiner avec vos données d'achat de médicaments. Donc, ça va être disponible. Parlez-en à votre vétérinaire dans les prochains temps via notre logiciel de facturation de VetExpert qui va être super intéressant et qui va vous permettre juste de vous situer à savoir ça vaut-il la peine qu'on se pose des questions à ce sujet-là. Moi, j'avais tellement peur de ne pas être capable de rentrer ça dans une demi-heure que je l'ai clenché, puis là, on va pouvoir aller prendre une bière. Je serais bien, là, ça, on achève. J'aime ça, moi, faire des conférences scientifiques, puis là, on est dans les émotions. Puis, Fait que je me dis, on va faire un peu de physique. On va parler de la première loi de Newton, c'est l'inertie. Puis là, je vais juste vous le lire. Le principe d'inertie, c'est le principe selon lequel un corps, en l'absence d'une force extérieure qui agit sur lui, reste à l'état de repos ou de mouvement uniforme rectiligne. On est en train de parler de la même affaire? C'est la première loi de Newton. La force d'inertie, c'est la résistance que les corps opposent au mouvement. Fait je ramène ça à de la science, mais c'est direct ça qui se passe. C'est qu'on fait les choses comme on les a toujours faites.
Puis moi, j'ai essayé ça, crème, de me faire un rôti de porc en laissant le bout dessus. C'est bon pareil. C'est bon pareil, puis c'est rendu que je le fais de même. Fait que, je vais vous citer Albert Einstein pour terminer. Là, lui, ce qu'il dit, hein, la vraie folie, c'est faire 2 fois la même affaire de la même façon, puis penser qu'on va avoir un résultat différent. Là. Fait qu'au début, on parlait qu'on s'est mis un peu dans le trouble en utilisant des antibiotiques un peu trop. Bien, on ne peut pas refaire les choses de la même façon une deuxième fois puis espérer que ça va changer. Fait que moi, je vous invite à vous remettre en question. Pas besoin de faire des immenses changements, mais il y a des gains à tous les niveaux à faire. Vous avez des gains économiques, vous avez des gains en efficacité du travail à faire avec ça, en augmentation, en diminuant la quantité de lait que vous allez jeter. Puis au final, là, il y a plein de gains, puis il y a très, très peu d'inconvénients. Fait que je vous invite juste à en discuter. Regardez les données de benchmark, puis le prochain coup, je vais vous faire un vrai 30 minutes. Merci.